Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Smart for Change pour rester à l'écoute des marchés. Chaque jour, du lundi au vendredi, vous nous retrouvez à 20h30 si vous nous suivez à la télévision via vos box et vous nous retrouvez tous les jours également en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, jour d'échéance sur les marchés, une échéance trimestrielle, la première échéance trimestrielle de cette année 2025, une année 2025 qui a démarré sur les chapeaux de roue pour les actions européennes. Nous ferons le point bien sûr avec les trois sorciers de Smart Bourse qui seront avec nous pendant une quarantaine de minutes pour décrypter cette échéance alors qu'on a vécu une semaine de consolidation et même sans doute de prise de profit sur les grands trades gagnants de ce début d'année 2025. On a vu des actions européennes qui se calmaient un petit peu. On vend la nouvelle après les différentes annonces. L'euro-dollar a redonné un peu de terrain également et puis on a tenté de stabiliser la situation sur le marché américain, un marché qui continue quand même de baisser en cette dernière séance de la semaine. Les investisseurs effectivement qui ont digéré beaucoup d'annonces au cours des dernières semaines, les annonces permanentes, j'allais dire, de Donald Trump qui reste le facteur numéro 1 du sentiment de marché, les annonces des banques centrales également, plus récemment avec le statu quo prolongé de la Réserve fédérale américaine et puis bien sûr c'est une échéance qui aura été marquée par le bazooka allemand, un bazooka d'ailleurs qui a été validé aujourd'hui par la Chambre haute du Parlement allemand et qui agit donc ainsi comme une validation définitive de ce paquet de relance et de dépenses d'infrastructures et militaires historiques annoncés en Allemagne et endossés par la future coalition. Les trois sorciers de Smart Bourse à suivre donc dans un instant et puis nous conclurons également cette semaine de l'éducation financière dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse avec Marc-Olivier Strauss-Kahn, directeur général honoraire de la Banque de France qui sera avec nous pour parler de crypto-actifs. Les cryptos, c'est le Bitcoin, c'est aussi les stablecoins et ce seront demain également les monnaies numériques de banque centrale. Ce sera le sujet de notre dernier quart d'heure ce soir à l'occasion de la fin de cette semaine de l'éducation financière. Mais d'abord, comme chaque soir en ouverture de Smart Bourse, nous retrouvons Pauline Gratel qui vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Et donc c'est une journée d'échéance aujourd'hui avec l'arrivée à expiration de différents produits dérivés. Oui, pour conclure cette semaine et à l'occasion de la séance des 4 sorcières de mars, les indices évoluent dans le rouge. Le Stoxx 600 est en territoire négatif et en repli d'environ 1% sur un mois. En France, le CAC 40 s'est installé autour de 8000 points. Sur la semaine, l'indice parisien est toutefois proche de l'équilibre. Sur un mois, il cède plus de 1%. Aux États-Unis, les indices ouvrent en repli de l'ordre de 1%. Le Nasdaq chute de 10% sur un mois. Le S&P 500 cède 6,5% et le Dow Jones environ 5% pour l'échéance de mars. Et puis aujourd'hui, c'était à nouveau un jour de vote en Allemagne. Oui, le Bundestag avait donné son feu vert pour le plan de réarmement de l'Allemagne mardi. Autour du Bundesrat aujourd'hui d'approuver la réforme qui permettra d'accroître les dépenses en Allemagne pour la défense et les infrastructures, grâce notamment à un fonds de 500 milliards d'euros sur 12 ans. Quelles sont les observations qu'on peut avoir sur les marchés obligataires en cette fin de semaine, Pauline ? Le rendement américain à 10 ans évolue légèrement supérieur à 4,20% aujourd'hui. En Europe, le rendement allemand à 10 ans est stable à 2,75%. Le rendement français de même échéance évolue autour de 3,45%. Sur le marché des changes, le dollar se raffermit face aux grandes devises avec un euro-dollar autour de 1,0820. Et puis il faut le noter dans le contexte, le sentiment de marché qui a beaucoup changé ces dernières semaines. Pas mal de blue chips américaines, de grandes compagnies mondiales américaines déçoivent avec leurs résultats. C'est le cas de FedEx hier soir. Oui, le transporteur abaisse pour la 3e fois consécutive ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année. Le repli de la confiance des consommateurs et les impacts potentiellement inflationnistes de la guerre commerciale déclenchée par Donald Trump font que l'entreprise alerte sur le fait d'une demande moins importante, notamment sur les services interentreprises. Enfin, FedEx avait terminé l'an dernier le contrat avec son plus gros client, la Poste américaine, qu'il peine à remplacer. Le titre plonge de 10% à l'ouverture. Et puis les résultats de Nike étaient également attendus par les marchés. Oui, Nike fait état de ventes en repli au 4e trimestre. Le chiffre d'affaires chute plus fortement que prévu, surtout en Chine, où les ventes sont en baisse de 17% à cause de la faiblesse des dépenses des ménages. Elliott Hill, le directeur général nommé en septembre, a pourtant mis en place une stratégie de redressement, mais les investisseurs deviennent sceptiques après
après cette publication. Le titre ouvre en repli de 9%. Et puis une publication dans la tech, également dans les semi-conducteurs, précisément avec les chiffres de Micron. Oui, Micron Technology fait état de revenus en hausse de presque 40% au titre du deuxième trimestre, à 8 milliards de dollars sur la période. Des ventes soutenues par la forte demande de produits d'intelligence artificielle. Les prévisions pour l'année 2025 sont solides et dépassent les attentes des analystes, tant sur le chiffre d'affaires que sur les bénéfices. Mais malgré tout, le titre ouvre en repli de 8%. Quels seront les temps forts de la semaine prochaine sur les marchés pour les investisseurs, Pauline ? La semaine prochaine sera rythmée par la publication de plusieurs PMI préliminaires pour les États-Unis et pour la zone euro pour le mois de mars. On prendra également connaissance de l'indice IFO allemand pour le mois de mars. Et vendredi, l'indice Core PCE privilégié par la Fed pour mesurer l'inflation sera publié pour le mois de février. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Les trois sorciers de Smart Bourse sont de sortie pour cette première échéance trimestrielle de cette année 2025. Un trimestre qui aura été particulièrement bénéfique pour les indices actions en Europe, contrairement aux indices actions américains. Il y a l'idée d'une grande rotation de flux et de performances opérées ces dernières semaines et ces derniers mois. Romain Dobré, donc avec nous, en visio, consultant pour Bourse Direct. Bonsoir Romain, merci d'être avec nous. Vous êtes également cofondateur, je le précise, de l'Atelier des options. Jean-Luc Hussac avec nous, trader, formateur chez Perceval Finance Conseil. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir. Et Philippe Béchade, le président des Éconoclastes, rédacteur en chef de la Bourse au quotidien, également autour de cette table. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Romain, je commence avec vous, le bilan de cette échéance. Alors je remets un peu les choses en perspective. C'est vrai qu'on a l'idée d'une grande rotation, une rotation du sentiment. Déjà, on a quitté le pessimisme sur l'Europe pour voir peut-être une forme d'optimisme se matérialiser au cours des dernières semaines, quand à l'inverse, on partait d'un optimisme peut-être un peu trop béat sur la situation américaine et de la bourse américaine, et c'est vrai que ce sentiment s'est passablement dégradé au cours des dernières semaines. Techniquement, qu'est-ce qu'on retient de cette première échéance trimestrielle de l'année, Romain ? Bien, en fait, ça dépend de la place de cotation qu'on regarde. En gros, ce qu'on peut dire, c'est que cette échéance, elle est un peu lourde globalement, avec des comportements différents si on regarde l'Europe ou les États-Unis. Si on commence par les États-Unis, on constate que la prise de bénéfices, la grande phase qui, à mon sens, est une phase de distribution qu'on avait évoquée plusieurs fois, se met en place et on a enregistré depuis fin février, pour la première fois sur le futur S&P, de la pression baissière, et ça faisait des mois qu'on n'avait pas eu ce genre de comportement. On voit des structures de retournement qui se mettent en place sur les grandes GAFAM, et l'intérêt un peu BA que vous rappeliez est pris à contre-pied, de même que celui de très négatif, du sentiment très négatif sur l'Europe. Alors pour l'instant, si on regarde l'Europe, on est dans un petit mouvement de consolidation. On a perdu 111 points sur l'échéance en cours, 1,37%, après plus de 900 points de hausse en 2 mois. Donc ça reste un mouvement de pause. Mais c'est cette situation d'indécision actuelle qui domine, et on se demande un peu quels vont être les moteurs. On a d'un côté des configurations assez dégradées sur les indices américains, éventuellement de la pression baissière, des niveaux charnières qui sont testés en ce moment et des répliques baissières probables. Et puis en Europe, on voit qu'on commence à manquer de momentum. On a payé pas mal de choses. On a trouvé des relais d'intérêt, des foyers d'intérêt, mais qui ont déjà été hyper puissants. Si on regarde Thales et une hausse de près de 100% en 3 mois, on comprend que la poursuite haussière à court terme va être un peu compromise. Et en contrepartie de ça, on a une situation assez modeste en termes d'intérêt. C'est-à-dire qu'on a eu un peu d'intérêt acheteur, mais on voit que rapidement, sur les points hauts, on prend du bénéfice. Donc on n'a pas de comportement très franc. Et puis une grosse complaisance du côté du ratio put-call en Europe, alors qu'à l'inverse, on a plutôt de la prudence sur des indices américains qui ont certes pas mal baissé, mais relativement doucement, et qui donc a laissé le temps aux opérateurs de se couvrir. Donc on est dans cette situation un peu entre deux eaux, et les scénarios restent assez ouverts à court terme. Est-ce qu'on va pouvoir rebondir un peu, trouver des nouveaux relais? Quand on regarde les valeurs de l'indice CAC 40 individuellement, on se demande où est-ce qu'on va pouvoir repartir. Alors, est-ce que quelques valeurs du luxe qui sont en retard vont permettre de réagir un peu? Mais c'est pas certain. Et en contrepartie, la configuration, encore une fois, sur les valeurs américaines et les grandes GAFAM indique qu'on pourrait assister à des petits rebonds de court terme. Et c'est ce qui va être déterminant. Est-ce que ces rebonds vont être alimentés, ou est-ce que ce sont des rebonds du chat mort, c'est-à-dire des petits mouvements de réaction sur des supports techniques avant de poursuivre à la baisse? C'est plutôt le scénario qu'on privilégie. Mais dans ce cas-là,
quid de l'Europe qui, pour l'instant, est en stand-by. Et puis, on peut se poser aussi la question de ce bazooka allemand dont vous parliez, qui n'a pas fait franchement réagir les marchés. Le comportement des opérateurs indique un peu de prudence, en tout cas à court terme. Bon, on reviendra sur les marchés américains, puisque la clé, semble-t-il, est du côté quand même de ces marchés américains. Mais tour de table sur, cette échéance trimestrielle, et puis quand même cette surperformance de l'Europe, avec en plus un euro qui s'est un peu apprécié également ces dernières semaines. Jean-Louis. Alors la clé, c'est plutôt Trump, parce que les marchés américains subissent aussi... Je disais, c'est le facteur numéro 1 du sentiment de marché depuis au moins le 20 janvier. Là, Trump, c'est lui qui monopolise toute l'attention. Et c'est un perturbateur extrêmement puissant, avec des intervenants, des gérants, pas tout le monde, manque de visibilité. C'est la première chose, je pense, qu'il faut poser. Pas de visibilité. Est-ce que il y a actuellement des facteurs qui me permettraient de penser qu'on va continuer à la baisse? La réponse est non. Sur le marché américain? Sur les deux marchés. Sur les deux marchés. Ouais. Enfin, L'Europe, on n'a pas beaucoup baissé en Europe. Oui, mais on a fait 7910. À ce moment-là, on peut dire qu'il y avait du stress. D'accord. Moi, je voyais des gens me dire, ça y est, Jean-Louis, ça va partir. Et moi, je disais, tant que ça casse pas 7910, je ne vends pas. Et je vois pas pourquoi. Et en temps réel, j'ai envoyé les messages en disant qu'il n'y avait pas d'indication de baisse. Aujourd'hui encore, à un moment donné, quand ça baissait, je disais, oui, ok, il y a 37 valeurs du CAC à la baisse. Mais quand il y en a 37, ce sont des paniers. En règle générale, il y avait une grande régularité. Il n'y avait pas un secteur ou une valeur ciblée, comme on a connu parfois, où là, vraiment, ça amène des fortes déstabilisations. Non, pour l'instant, il y a une situation plutôt d'attente. Ouais. C'est vrai que le bazooka allemand, on l'avait anticipé. Le DAX, il surperforme depuis octobre. Hein. Oui, alors là, il sous-performe un petit peu. Oui, depuis le MDAX a pris le relais. Non, mais il y a un petit peu... les valeurs secondaires... Les valeurs moyennes allemandes, elles se sont bien réveillées quand même. Hein. C'est vrai. Donc là, on a donc plutôt une situation d'attente. L'euro-dollar, vous disiez tout à l'heure qu'il a bien boosté, oui, à partir du début du mois de mars, là. Il a atteint un niveau intéressant. Mais là, ce qu'il freine depuis 3 jours, c'est l'idée que la Fed, et Powell l'a dit, bon, il n'y a pas d'inquiétude, tout va bien, etc. Mais il n'a pas du tout annoncé un calendrier de baisse de taux, hein, il ne peut pas. Il dit que le niveau d'incertitude est monumental. Voilà. Mais donc il ne peut pas. Voilà. On sait que la Fed ne va pas baisser ses taux rapidement. Alors que la Banque Centrale Européenne pourrait les baisser beaucoup plus rapidement. Donc du coup, ça a affecté un petit peu l'euro. Il y a des anticipations sur l'euro un petit peu à la baisse. Là aussi, bon, il n'y a rien de très méchant. Moi, un retracement jusqu'à 1,0740 me paraîtrait normal. On a fait quoi, 1,0950 quasiment, hein? Ouais, c'est ça, ouais. J'avais un 1,0930, on a beaucoup tapé dessus. On a fait un petit pointe à un moment donné. Souvent, on l'a fait hors séance d'ailleurs, la pointe. Hors séance, c'est-à-dire hors horaire important, c'est-à-dire 8, 9 heures, 17 heures. Faut faire attention maintenant avec les décalages en ce moment. Mais voilà, on n'a pas de forte indication de ces marchés. Romain l'a dit, quel pourrait être le moteur? On ne voit pas trop. Alors, le moteur de l'Europe, ça serait l'Allemagne avec ce qu'ils ont prévu de faire. L'Allemagne pourrait redevenir le moteur. Mais d'accord. Mais moi, j'ai lu des choses où ils disent que c'est quand même pas simple de voir un peu, de voir l'impact. C'est sur 12 ans. C'est pas non plus. Du long cours, là. C'est ça. Du long cours. Donc, c'est un peu compliqué. Alors, bon. C'est compliqué par-ci, c'est compliqué par-là. Les tensions géopolitiques au Moyen-Orient, ça va pas trop. La guerre, la Russie et l'Ukraine, on n'arrive pas à régler le problème. Et partout, c'est comme ça. Il y a des points d'interrogation partout. C'est pour ça que l'or, d'ailleurs, on y reviendra peut-être, bien sûr. à booster. Bien sûr. Et puis à continuer de progresser. Bon, alors, et puis, il y a quand même cette date du 2 avril dans l'idée de l'incertitude et de l'attente. Ouais. Trump nous promet les tarifs réciproques le 2 avril, après la remise du rapport par le Trésor américain. Tout le monde est dans l'attente de ce qui va se passer le 2 avril. Il appelle ça le jour de libération de l'Amérique, désormais, dans le narratif politique de Trump. Donc, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une date qui est déjà presque sacrée de ce point de vue-là. Donc, le marché attend maintenant le 2 avril. Quoi. Il y avait le 4 juillet, maintenant c'est le... Voilà. Donc, oui, alors voilà, ça fait partie des choses qui font qu'on attend. Il y a du brouillard. Mais, encore une fois,
avec ce que j'observe des marchés, avec une volatilité implicite qui est toujours très élevée, on a quand même fait un point haut avec une vol à 14. Là, elle est remontée jusqu'à 16,5. Quand il y a eu des petits pics de stress, 16,5. Et là, aujourd'hui, elle était à 16. Donc, il n'y a pas de complaisance. On n'est pas à 10, quoi. On n'est pas à 10. Vous vous rendez compte encore une fois, rappelez, en 2019, quand je disais attention, barrez-vous, etc., parce qu'on était à 10 de vol avec un marché au plus haut. Bon, 10, c'était quand même un peu faible. Parce que quand ça monte, la vol baisse, mais quand ça commence à stagner, il devrait y avoir une méfiance qui s'installe. Et là, à l'époque, pas du tout. Là, la méfiance, elle est constante. Donc, si vous voulez, sur le plan de la construction, et je le répète depuis longtemps, c'est-à-dire qu'en fait, c'est rare que j'avais cette vision des choses où la vol était constamment élevée, ce qui fait que, à part des événements ponctuels, vraiment, vraiment ponctuels, le marché reste ferme et les différents acteurs, gestion, etc., sont plutôt à la recherche d'idées d'achat. C'est pour ça qu'ils sont allés sur des valeurs un peu secondaires aussi, etc. Philippe, votre bilan de cette échéance, et puis voilà, moi je remets un peu les choses en perspective aussi, au-delà de l'échéance stricto sensu, quand même cette divergence de performance, alors ça s'est un peu calmé là depuis une semaine, 10 jours, mais quand même, depuis le début de l'année, on a rarement vu ça, moins 10 aux États-Unis et plus 10 en Europe, quoi. Ouais, c'est même du jamais vu, en tout cas sur les 50 dernières années. Un différentiel de performance de 20% entre Francfort et un mix du Nasdaq et du S&P, ça n'a jamais existé. L'année dernière, ça a existé dans l'autre sens. Ça a mis un an. Ça a mis 52 semaines pour qu'on arrive à un différentiel. On a le CAC était évidemment le plus vulnérable. Donc lui, il s'est pris 20% dans la vue. Mais globalement, là... C'est en 4 semaines que ça se fait. Bien sûr. Bon, c'est un phénomène d'une brutalité extraordinaire. Les ventes d'actions, par ce qu'on appelle les grands initiés, les patrons, les grands patrons des 7 fantastiques, de JP Morgan, mais ils vendent pas 3-4 millions de titres, enfin, ils vendent pour 150, 200 millions. Et j'ai vu qu'ils en rachetaient, là. J'ai vu que les insiders avaient racheté un peu. Après avoir beaucoup vendu. Voilà, je vends 100 et je rachète 5. Bon, à un moment, je vais essayer de faire un petit peu de trading sur... parce que je m'ennuie. Non, mais enfin, les insiders, ils ont vendu massivement. Et là, ce qu'on a vu la semaine dernière, après le deuxième petit trou d'air, là, le 13 mars, qu'est-ce qui revient ? C'est surtout le retail, c'est-à-dire l'investisseur particulier. Je pense que Romain pourrait confirmer. C'est les 7 fantastiques, elles viennent de perdre 25% sur leur point haut du 6 décembre. C'est les soldes, j'y vais. Et c'est pas une bonne idée ? Je sais pas. Enfin, moi, c'est une vraie question. 25% de baisse, ça peut se regarder. Sur un titre qui a fait x4 ou x5. Sûr. C'est sûr, par rapport au sommet, on se dit quand même que ça fait une différence. Une Tesla, elle a baissé de 50% aussi. Oui, mais elle est encore en hausse par rapport à il y a un an. Mais les autres, les Palantir, les Broadcom, les Snowflake, etc., c'est des valorisations invraisemblables et c'est des cours multipliés par X. Donc 25%, c'est en fait rien. Puis moi, je regardais... C'est-à-dire qu'on ne voit pas de gens qui ont encore perdu de l'argent vraiment sur ce trade des ceux qui vont perdre de l'argent, c'est ceux qui sont rentrés massivement la semaine dernière en disant on fait les soldes. Alors ceux-là, quand ils vont commencer à perdre 20%, là, ça va commencer à leur faire bizarre. Mais ceux qui ont acheté du Palantir à $30, s'ils retombent en dessous de 100... c'est sûr qu'il y a le temps de voir venir, oui. Il y a un peu le temps de voir venir. Et je trouve franchement que les configurations sur le S&P et sur le Nasdaq sont vraiment mais très très moches. On regarde, on a le graphe du S&P là, que nous a apporté Romain. Allez-y, Philippe, oui, effectivement. Pourquoi c'est très moche alors ? Ça fait des doubles têtes, ça casse les droites de tendance moyen terme, ça passe sous les moyennes mobiles à 100. Voilà. Alors le trend long terme, oui, il n'est pas encore compromis. Il faudrait redescendre en dessous de 5000. On peut dire qu'il y a encore de la marge. Bon, même beaucoup de marge. Mais... Parce que là, moins 10, c'est toujours moins 10, c'est le consensus de l'idée d'une correction de marché. Ça s'est fait en 16 séances sur le S&P 500. Je suis la troisième correction, la 7e correction la plus rapide de l'histoire. Et là, elle était bien linéaire. Là, on va avoir un rebond qui est peut-être, comme d'habitude, tous les rebonds en V sont un peu linéaires. Maintenant, jusqu'où ça nous mène ? Moi, je pense que 5850,
ça commence à devenir un petit peu chaud. Enfin, en tout cas, je trouve que là, on ne voit pas bien dans le détail, mais les configurations sur le S&P, elle est vraiment moche. Celle sur le Nasdaq, elle est vraiment moche. Le Russell 2000, il veut toujours pas. Je rappelle que le Russell 2000 aujourd'hui est 10% en dessous de ses niveaux d'avant le 6 novembre. C'était censé être le Trump Trade. C'était le Trump Trade. Voilà, il y a beaucoup de choses comme ça qui m'alertent. Puis on en reparlera certainement dans l'émission. L'or continue de monter, alors à contre-courant du niveau de 50 points des taux en Europe, d'un dollar qui se raffermit. Bon, manifestement, il y a autre chose qui se joue derrière. Puis je ne sais pas si toi tu l'as vu, mais on a eu plusieurs trous d'air en préouverture sur le S&P depuis le 20 février dernier. C'est assez bizarre comme phénomène. Sur les futurs ? Ouais, sur les futurs. Il y en a eu encore un hier matin. On ne sait pas qui vend, mais en tout cas, c'est quand même des grosses mains. Donc je ne sais pas ce qu'en pense Jean-Louis. On verra. Non, mais je voulais que Romain puisse commenter son graphique. Donc, c'est une vue mensuelle du S&P 500. Romain, vous disiez effectivement, l'idée à ce stade, c'est qu'on est plutôt dans une phase de distribution, c'est ça, avec un risque de baisse un peu plus marqué que les 10% qu'on a déjà encaissés ? Oui, manifestement, c'est plus la lecture à court terme qui est compliquée. À moyen terme, on voit que c'est dégradé et je suis entièrement d'accord avec Philippe. Les configurations sont moches. Elles ne sont pas encore franches et on peut assister à des contre-pieds. Encore une fois, les grosses mains, les grands acteurs du marché sont susceptibles de vider les carnets d'ordre et d'un coup d'enlever cette pression baissière qu'on constate. Et Philippe disait depuis le 20 février, en tout cas sur les futurs américains, sur le S&P, on a constaté pour la première fois depuis des mois de la pression baissière, c'est-à-dire que quand l'indice S&P a baissé, on a vu le nombre de contrats futurs augmenter. Ça, on n'avait pas vu ça depuis très longtemps. Donc il y a peut-être des positions fortes qui sont en train de se construire à la baisse et c'est la nature éventuelle du rebond ou l'accélération baissière complémentaire qui nous permettra d'en savoir plus. Si on accélère par définition, c'est que le sens est donné et c'est si on rebondit, est-ce qu'on va avoir un peu d'intérêt? On connaît ces rebonds du chat mort, ces rebonds sans soutien et effectivement, sont plutôt des mains faibles qui payent. Donc là, on est passé sous un niveau d'alerte, 5770 points. On n'a pas été chercher les cibles idéales tout de suite, mais on tente de stabiliser. Mais il faut dire que l'aspect technique lié à cette grosse échéance du mois de mars joue techniquement. Ce qui va être très intéressant, c'est de voir à partir de la semaine prochaine comment on construit le nouveau trimestre, la nouvelle échéance d'avril, qui par ailleurs, pour détail et précision, se terminera le jeudi 17 avril et non pas un vendredi, puisque le vendredi est férié. Oui, mais on a donc des signes lourds et des répliques baissières qui sont plus que probable sur ces indices américains, avec des volumes plus lourds dans le mouvement de baisse. Et la seule chose qui s'est produite, c'est qu'il y a de la protection sur des niveaux bien identifiés qui ont permis de ralentir le mouvement de baisse à court terme. Ça ne veut pas dire qu'on ne retourne pas et qu'on n'ait pas à nouveau des accélérations baissières. Donc, de toute façon, on voit que ce sont des rotations lourdes et pas des mouvements ponctuels. Il y a quelque chose de plus lourd derrière ça, en effet, pour l'instant, et des extensions qui peuvent mener avec encore des cibles situées aux alentours de 5200 points, pourquoi pas sur le S&P notamment. Pourquoi est-ce qu'il faut suivre Microsoft dans ce contexte? Quels sont les éléments d'information que nous apporte un poids lourd comme Microsoft spécifiquement, si vous l'utilisez en tant que baromètre, là, Romain? Mais je pense que c'est effectivement un très bon baromètre, Microsoft, parce qu'elle a baissé d'environ 20% sur ses points hauts. C'est celle qui a, parmi les GAFAM, à peu près le moins baissé. C'est parce que c'est un poids lourd et qu'effectivement, elle est sortie par le bas d'une grande structure normalement de pause, qui est un triangle symétrique. Elle donne, avec cette configuration-là, une cible baissière et des extensions qui peuvent mener jusqu'à 318. Donc ça laisse des extensions baissières importantes. Reste que pour l'instant, elle se stabilise autour d'un gros niveau, qui est un niveau clé, 386. Et si elle arrive à rebondir sur ce niveau-là, c'est la nature de ce rebond qui va nous en dire plus pour la suite. Est-ce qu'on a vu la fin de la consolidation? Est-ce qu'on reconstruit quelque chose? Ou est-ce qu'on rebondit sans volume, sans soutien? Et auquel cas, on peut aller chercher un niveau clé comme 404,5 qui donnerait dans ces cas-là ce qu'on appelle un pullback. On va rechercher la borne basse d'une structure rompue pour valider cette structure et redonner des accélérations baissières. Donc ça va être la nature de ce rebond, et si on arrive à se réinstaller au-delà de 404,5 avec du soutien, ou si bien on continue à baisser et à aller rompre ce niveau de 386, ça va nous en dire beaucoup plus sur le comportement des opérateurs et sur la nature de la situation actuelle, mais la configuration milite vraiment plus pour des extensions baissières pour l'instant. Jean-Louis, force-faiblesse du marché américain. Ce qui est intéressant, c'est que la hausse était très concentrée autour des Mag 7 pendant 18 mois.
la baisse est aussi très concentrée autour de ce même groupe de valeurs qui perd 25-30% en moyenne. Si on enlève les Mag 7, le S&P perd pas 10%, quoi. Oui, mais il y a quand même beaucoup de valeurs que, sur Nike, donc, a beaucoup FedEx, aussi, Nike, FedEx, il y en a eu d'autres. AMD, elle est au plus bas. Ouais. Broadcom a baissé, mais c'est vrai qu'elle fait partie des grosses. Intel s'était écroulé, et puis il y a eu beaucoup de spéculation sur son avenir. Elle est passée de 19 à 27, elle est revenue à 23, et ça bouge dans tous les sens. Mais elle est basse. Donc il y a quand même aussi des possibilités à ce niveau-là. Alors, moi, sur le plan technique, j'avais déclenché un signal de vente sur le SP500. D'abord, au mois de décembre, donc ça remonte, c'est le 18 décembre, première alerte. Et puis, vous avais dit en janvier, à la fin de que moi, j'étais en synthétique, c'est-à-dire en poudre synthétique, acheteur de call, parce qu'il n'y avait pas trop de vol, et puis vendeur de futurs. Alors, ça a mis du temps à baisser, Mais c'est vrai que là, ces derniers jours, ça a été plutôt extrêmement favorable. Et là, du coup, j'ai quasi tout liquidé. Pourquoi ? Parce que vous savez, quand on n'est pas devin, mais quand on regarde un marché, on doit se poser des questions. Qu'est-ce que je vois ? Est-ce que ce sont des indications haussières, baissières ? Bon, là, c'était des indications baissières. On a beaucoup baissé, 10%, c'est pas mal. Il y a une redistribution des forces. Si jamais ça ne rebondit pas, en effet, ça risque de repartir à la baisse. OK. Et en effet, on peut faire du 10% de plus, pourquoi pas. Mais moi, là, ce que je vois à l'instant T, c'est que le marché ne m'envoie pas de signal qui va encore baisser, c'est tout. Après, il peut y avoir un catalyseur qui arrive dans le matin. Il peut y en avoir 10 en une heure avec Trump. Voilà. Mais donc, moi, je suis extrêmement prudent. J'ai une position... j'étais chargé... j'étais fatigué d'ailleurs. Décembre, janvier, février, là, mars. Ah ouais, je commençais à en avoir marre un peu. Oui, parce qu'il y avait quand même des mouvements. On a eu des trucs, ça a été très violent et très rapide, ça va vite. Ouais, non, mais on a eu des mouvements de baisse, de reprise. On a refait un top, là. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce délire ? À 10 points près. C'est pas beaucoup plus important, mais c'est perturbant quand vous attendez sur une position. Ça m'a rappelé 2007-2008, là, quand j'attendais le crash. Mais bon, ça a été long. Jamais bon d'avoir raison trop tôt. Oui, c'est difficile. Oui. Et donc là, aujourd'hui, qu'est-ce que je me dis ? Bon, pour l'instant, non, ça peut tenir. Il y a des valeurs qui peuvent repartir, amener le moral. Pour l'instant, il n'est pas cassé. 10% après tout, OK, c'est un retracement qu'il faut comparer avec la hausse qu'il y a eu. Donc c'est vrai, sur le plan technique, les moyennes mobiles, moi ce que je regarde sont à la baisse, c'est plutôt des indications baissières, mais on voit que depuis quelques jours, le marché tient plutôt pas mal, que tout à l'heure il était un peu faible à 16h, et puis là, hop, il rebondit un petit peu. Ça me fait penser au débat alors, sur le plan macro qu'on a autour de récession ou pas récession. C'est vrai que ça fait tellement longtemps qu'il n'y a pas eu de récession aux États-Unis que tout le monde se demande si c'est pas maintenant. Enfin, c'est pas la question qu'on se posait il y a 3 mois, mais c'est la question qui vient assez vite quand le marché a perdu 10%. Bon, comme le dit Jérôme Powell, oui, il y a des enquêtes qui montrent ici et là des signaux d'affaiblissement. Mais les données dures, pour l'instant, elles n'envoient pas ce signal. Peut-être que ce sera le cas demain, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Voilà. Donc là, si vous voulez, c'est peut-être pas ce qu'on pourrait conclure, c'est de dire, bon, par exemple, je répète, 7910 cassés. Ça, c'est sur le CAC. Voilà, je passe vendeur. Sur le CAC, sur le SP500, moi, je suis vendeur depuis 7770, je crois. Il n'y a pas eu 7770 sur le... 5700, pas encore. 5770. Et je crois que c'était ce niveau-là. Peut-être que j'ai remonté une première alerte, 5800 et quelques. Et puis bon, enfin, il y avait d'abord, il y a la neutralité, ensuite le passage à la baisse. Et l'objectif, c'est des 5005 à être atteint. Le prochain, le très gros, c'est 5240. Bon, on n'en est pas là. Mais aujourd'hui, si vous voulez, c'est pas le moment des grandes manœuvres qui consisterait à dire je monte une stratégie basée sur 5200. Non, on ne peut pas faire ça. Si on le fait maintenant, on prend un risque trop important. Il faut attendre des indications. Il vaut mieux prendre le train en marche s'il y a une impulsion qui se déclenche. Je comprends. Plutôt que bouger maintenant. Prendre le risque. Moi, là, je m'amuse, entre guillemets. Je travaille des Broadcom à l'achat. Je travaille Intel. Je travaille AMD. Mais donc les retardataires, quoi. C'est ça. Broadcom, pas vraiment retardataire, mais quand elle vient vers 186, plusieurs fois, je l'ai acheté, j'ai revendu. Alors, bon, c'est pas pour de l'investissement long terme. La fois le plus long que j'ai gardé, c'est 3-4 jours parce que j'étais planté. J'étais planté, mais en même temps, j'étais pas infirmé. Le marché me disait pas, attends, il fallait patienter, mais j'ai patienté 4-5 jours. Bon, là, en l'occurrence, moi, c'est cela que je fais actuellement, c'est-à-dire du stock picking à l'achat
sur des valeurs en retard qui offrent des potentiels. Philippe, vos commentaires, et puis je veux bien qu'on parle un peu du dollar, des taux américains et de l'or, puisque tout le monde veut parler de l'or. J'essaie de trouver un angle qui nous permet de faire la synthèse. En fait, le véritable enjeu aujourd'hui, c'est les 9 000 milliards de dettes américaines à refinancer. Dans l'histoire des États-Unis récente, on va dire sur les 15 ou 20 dernières années, je crois que le maximum qu'il y a eu à refinancer, ça a pu être 4 000 milliards, donc on est au double. Qu'est-ce que c'est que ces 9 000 milliards ? C'est les chèques fédéraux de 2021. Tout le monde attendait son chèque de $2 000. Ben voilà, maintenant, il faut refinancer ça parce que ça a été des émissions à 5 ans. Il y aura après ça une nouvelle vague à 10 ans, mais massivement, c'est plutôt du 5 ans. Et là, en fait, ça se concentre même au premier semestre. Bon, d'ailleurs, la Fed a ralenti un peu la réduction de son bilan. Bien sûr, elle ne va pas remettre de l'huile sur le feu. Elle n'a pas baissé les taux, mais elle a quand même joué la carte accommodante. Elle ne va pas remettre du papier sur le marché pendant que l'État américain essaie d'en placer. Là, ça ferait un peu beaucoup. Bon, en réalité, en imaginant même qu'il y ait 7 000 milliards à refinancer d'ici l'été. Après, ça sera un autre game. Après Jackson Hole en août, le marché sera sûrement sur d'autres hypothèses. Mais là, d'ici le milieu de l'été, la masse à refinancer est tellement gigantesque et l'épargne mondiale, à mon avis, n'y suffit pas. Un des moyens de faire en sorte que ce papier soit placé, c'est que la bourse baisse. Et qu'est-ce que nous dit Trump et Scott Bessent ? Acheter des taux longs. Acheter des taux longs. Alors Trump, lui, la bourse n'est plus ma boussole. Scott Bessent, les marchés, ça monte, ça corrige. Les corrections, d'ailleurs, c'est plutôt sain pour les marchés. 10%, ça arrive tout le temps. Voilà. 10%, la récession, c'est la vie. Je ne crois pas trop, mais on ne peut pas non plus... Période de transition, il dit. Bon, la transition, on a bien compris que ça pourrait être une transition vers une période un petit peu récessionniste. Donc, tous les discours que l'on entend visent à faire en sorte que la poche action se dégonfle un peu pour aller sur la poche obligataire. Donc il faut écouter le trader Trump, il faut acheter des taux longs américains, oui. C'est la baisse des taux longs, on veut voir les taux longs baisser. Oui, mais alors ça, le mot récession, c'est pour forcer la Fed, bien sûr, à baisser les taux. Ça, on a bien compris. Pas rester sur une hypothèse à 2 baisses de taux cette année, aller à 3, voire pourquoi pas plus. Mais c'est surtout que là, mécaniquement, il y a tellement de dettes à refinancer qu'il faut que l'argent sorte de quelque part. Ça ne va pas sortir des presses de la Fed. Sinon, alors là, le dollar, il est effondré. Enfin, il faudrait créer un quart de masse monétaire en plus. Ça n'a pas de sens. Donc, ça ne se fera pas comme ça. Donc, oui, il faut dégonfler la poche action, faire gonfler un peu la poche obligataire. Et ça va se faire sans douleur. Si ce n'est pas le cas et qu'on continue de vouloir aller tirer le Nasdaq, on va aller quand même retourner à 22 000 sur le Nasdaq 100, etc., vous allez voir un jour les taux qui vont se prendre 30-40 points dans la séance, on ne va pas comprendre pourquoi. En Europe, on vient de se prendre 50 points. On sait pourquoi, ça y est, l'Allemagne valide son... Donc ils essayent de refroidir, quoi. Voilà, bazooka. Oui. Je relativise, attention, c'est 500 milliards sur 10 ans. Le PIB allemand, c'est 4 500 milliards. C'est même pas 1% par an, le bazooka. Oui, enfin, ça fait quand même 10% sur 10 ans, mais sur plus, 10 ans, plus le déblocage des dépenses, milliards, du frein à la dette, etc. On est quand même sur un ordre de grandeur qui est quand même massif. Oui, mais ça ne fera pas 3% de croissance en Allemagne en plus. Non, mais ça peut doubler déjà, la doubler à 1,5. Ah ben là, non, double rien, on est à 0, donc X fois 0. Oui, d'accord. Bon, non, mais c'est pour dire que faut pas non plus imaginer que le PIB allemand va se retrouver à plus 2 dans les 18 mois qui viennent. 1,5, pourquoi pas ? Ça fait 5 ans qu'il n'y a plus de croissance en Allemagne. Ce serait quand même déjà un changement de régime notable, Philippe. C'est ce que le marché a déjà pricé. Bien sûr, c'est sa fonction. À 22 400 ou 23 400 sur le DAX, on a déjà pricé une croissance merveilleuse. On l'avait pas l'avait pas pricé dans les valeurs locales domestiques allemandes, les petites et moyennes capitalisations. Là, le MDAX, quand le DAX s'envolait grâce à 3 valeurs,
Néon, Siemens Energy, le MDAX faisait rien depuis 5 ans, conformément à la croissance allemande qui était complètement atone. Là, ça a bougé un peu quand même. Ouais. Enfin, l'avance prix par le DAX, c'est quand même 60% de hausse depuis fin octobre 2023. L'avance prise, alors que l'Allemagne a aligné dans le même temps 8 et maintenant un 9e trimestre de récession, c'est assez fou quand même. Sur l'or, puisque gardez la parole, Philippe, puisque vous vouliez parler de l'or. Sky is the limit, là je pense que l'or, aujourd'hui, qui monte envers et contre tous les hausses de taux, le dollar qui va mieux, tout ce qu'on peut imaginer, c'est qu'on a manifestement aujourd'hui une rotation. Les obligations, ça fait quand même pas tellement envie, parce que même si ça peut servir de refuge à court terme, on a quand même de la planche à billets en Europe. Ça s'appelle pas autrement ce qu'on fait. 1300 milliards en plus, ils sortent d'où, hein, et les États-Unis, ils vont pas réussir à réduire leurs dépenses de 3000 milliards comme ils les avaient augmentées l'année dernière. Donc on va forcément avoir un truc qui ressemble à de la planche à billets. Donc c'est à nouveau les devises qui vont être... leur pouvoir d'achat va continuer d'être raboté. Donc je comprends... et si on ne comprend pas aujourd'hui que les anticipations, c'est une perte de pouvoir d'achat des monnaies, on ne comprend pas la hausse de l'or. Et là, manifestement, l'or nous envoie vraiment un message très très fort. Ouais. Romain, alors il y a les métaux, vous vouliez nous parler du cuivre. Je veux bien qu'on revienne quand même sur quelques secteurs là au sein des marchés européens, du CAC, etc. C'est vrai qu'on a vu les bancaires accélérer à la hausse, le secteur de la défense, bien sûr. Est-ce que c'est des secteurs qui deviennent trop chauds aujourd'hui pour continuer de les conserver? On a revu un réeffondrement du luxe aussi, ça a été spectaculaire là sur quelques semaines. Bon, secteur fort, secteur faible, et puis les secteurs qui présentent peut-être un risk-reward intéressant selon vous aujourd'hui, Romain? Alors, secteur fort, vous les avez cités en grande partie. Sur le secteur bancaire, ça peut continuer un petit peu. On approche de cibles graphiques sur la BNP, on approche de cibles graphiques sur le Crédit Agricole. On a encore un peu de marge sur la Société Générale, peut-être 7 ou 8%, mais ça commence à être bien payé, en tout cas à court terme, même si il peut y avoir du potentiel. Secteur fort est toujours les utilities, plus récemment. L'assurance, ça fait des mois. Et puis, il y a un secteur comme les télécoms aussi, qu'on repaye. C'est ça qui est intéressant de constater, ce sont ces foyers d'intérêt très localisés sur quelques secteurs qui étaient, alors, pour certains en retard, notamment le secteur des télécoms que vous avez ici. On vient d'atteindre une première cible graphique après une réactivation haussière de très long terme, et c'est un trend qui ne se dément pas, qui continue et qui stabilise autour d'une première cible, mais il y a encore du potentiel et encore des extensions possibles manifestement, même si on pourrait assister à une pause. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est le comportement sur certaines valeurs. On a des titres un peu oubliés entre guillemets comme Veolia Environnement qui pourraient poursuivre leur parcours haussier, tandis que vous parliez du secteur du luxe, c'est assez plombé. On voyait une tentative de réactivation haussière sur Kering, elle est bien vraiment mise à mal cette semaine. Hermès reste sur des points hauts, et quant à LVMH, elle ne donne pas d'indication de retournement haussier de long terme pour l'instant. Peut-être des réactions techniques, c'est peut-être ça qui pourrait alimenter une hausse, mais encore une fois, on va privilégier dans ce moment d'incertitude et de flou le stock picking, et on n'attend pas un gros momentum sur les indices, mais quelques foyers d'intérêt très localisés. Les télécoms, oui, c'est un secteur, il y a un graphique sur les télécoms, là, c'est un secteur dans son ensemble qui présente de l'intérêt pour vous, Romain? Et il en présente depuis quelques temps, puisqu'il a vraiment réactivé une dynamique haussière. On est sorti d'une congestion qui était active depuis 2016, on en est sorti récemment, et donc on a déjà fait une partie du chemin. C'est un mouvement qui est assez lent, mais au moins c'est assez régulier, et dans un marché qui est dans l'incertitude, ça fait partie des trends de fond et des trends manifestement payés par des grosses mains du marché, avec encore un potentiel sur le produit en question pour aller chercher des extensions de 6 € environ. Bon, on est tranquille avec les télécoms. L'univers des small et mid cap, qu'est-ce qu'on peut en dire? On essaye de suivre un peu les indices larges, quoi. J'ai l'impression qu'il y a moins d'écart, il y a moins de différentiel que ce qu'on a pu observer dans les mois, les trimestres et les années précédentes même, Jean-Luc. Étant donné la divergence de performance, il y a eu clairement beaucoup d'intérêt sur les mid et small, et une présence très forte de la spéculation. Moi,
Bon, je le sais parce qu'en plus, j'ai des copains qui spéculent énormément sur ces valeurs. Oui, il y a un côté un peu même stock, quoi. Enfin, on est reparti avec des valeurs. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de spéculation, beaucoup aussi de problèmes techniques, par exemple, Telsat qui explose, mais après il y a les problèmes de prêt-emprunt parce qu'il y a les vendeurs qui sont pris à la gorge, enfin bon, il y a plein de choses auxquelles il faut faire attention. Il y avait des secteurs comme les Emeis, les EHPAD. Les EHPAD, les maisons de santé, enfin de retraite, Clariane qui a explosé, toutes ces valeurs-là qui étaient... Alors, il y a Elena qui n'a pas bougé, bon, mais elle n'a pas baissé autant que les autres non plus, mais c'est un secteur qui était pas mal. Bon, c'est vrai que pendant ce temps-là, on a des LVMH qui ont perdu 15, des Kering qui ont perdu 28 dans le mois, là, je parle. Donc c'est violent. Il y a des valeurs comme de Richebourg qui ont bien fonctionné. Bon, la Sodexo s'est pris une baffe. C'est hyper violent. Quand elle a entraîné Elior un petit peu, bon, pourtant, ils sont moins quand même aux États-Unis, présents aux États-Unis. Mais alors, voilà, il y a quand même des valeurs. Les valeurs, on peut dire, de qualité. Et ça, on n'avait pas eu ça précédemment. Ouais. Les valeurs secondaires de qualité ont bien progressé dans l'ensemble. Intéressant. Voilà, je le vois sur un petit portefeuille que je m'étais comme ça construit. Et il a gagné 20%. En quelques semaines. La discrimination se fait aussi par la qualité de ces dossiers dans cet univers. De toute façon, tout le monde reste hyper sélectif. Regardez Beneteau aujourd'hui qui se prend une baffe parce qu'il y a un truc qui ne plaît pas. Donc il y a quand même des réactions qui sont extrêmement fortes, marquées. Et c'est ça aussi qui fait qu'il n'y a pas de complaisance. Et c'est pour ça que les marchés sont solides aussi, parce qu'ils ne vont pas n'importe où. Avant, on avait des mouvements d'ensemble. Et là, aujourd'hui, depuis longtemps maintenant quand même, on a des mouvements extrêmement divergents. Localisés. Oui. Je vous propose action chinoise, Philippe, mais si le thème vous intéresse, parce que c'est aussi un des grands trades, une grande remontada depuis quelques mois maintenant. Oui. Ce ne sera pas BYD par hasard. Ah ben non, mais c'est la tech, il y a eu le moment DeepSeek, BYD, enfin on redécouvre un certain nombre de valeurs chinoises, notamment autour de la technologie. Moi on parle beaucoup des biotech chinoises aussi, je crois qu'on est en train de prendre conscience que les sciences de la vie en Chine ont connu des avancées spectaculaires par rapport aux avancées qu'on peut nous avoir, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Donc on a pas mal de secteurs tech comme ça qui sont en Chine largement au niveau de ce qu'on peut connaître. Je ne parle pas boursièrement, mais au niveau d'innovation de ce qu'on peut connaître en Europe ou aux États-Unis. Ah mais la Chine, c'est hallucinant. Alors, je dirais pas que je suis très très pressé de retourner prendre un peu la température d'un système de contrôle, etc. Mais au niveau technologique, ils continuent d'avancer à un rythme. Nous, on est complètement à l'arrêt. Enfin, je dirais même on est complètement à la ramasse. Voilà. La seule chose sur laquelle on a encore de quoi soutenir la comparaison, c'est sur la fusion nucléaire. On arrive à tenir des fusions pendant un quart d'heure, 20 minutes, à peu près autant que les Chinois. Sauf que les Chinois vont construire un monstre où là, ils espèrent tenir 24 heures et que nous, on va rester avec un petit truc à d'arrache et que ça, voilà, c'est bien. On a été les pionniers. Bye bye Super Phoenix. Mais alors. Peut-être que ça va être relancé. Enfin, là aussi, mais le sabotage de notre filière nucléaire, il faudra qu'un Bon, mais sur les actions chinoises, du coup, oui, on fera le... mais non, mais faut voir. Non, mais je suis d'accord. Mais en Chine, c'est incroyable. Ils ont réussi à construire autant de réacteurs en 10 ans que nous, en 30 ans. Enfin, voilà. Et en plus, ça, il fonctionne. Il marche, il n'y a pas des retards de folie, etc. Donc, oui, la Chine, il y a un moment où elle s'impose. Et c'est redevenu bullish, les indices chinois, le Hang Seng. Alors là, d'un seul coup, le BYD... C'est suracheté déjà quand je parlais de BYD, parce que c'est l'exemple emblématique. Bon, ils ont doublé Tesla, ils produisent des voitures qui savent se garer en crabe. Il y a des avancées technologiques dans tous les sens, tout ça pour moins cher qu'une Mégane électrique. Bon, il y a un moment, il faut se poser des questions. Donc les actions chinoises, il y en a quelques-unes qui sont attractives, mais quand ça vient de doubler comme ça vient de le faire, ça va
un petit peu vite. Alors derrière, la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que ça va pas aussi être un moment, ça va pas redevenir le moment de l'Inde qui corrige depuis 6 mois. C'est vrai. Et il y a un petit sursaut qui émerge. Il y a peut-être encore de la place. Sur la Chine, c'est peut-être déjà un peu joué. Ouais. Romain, il nous reste 1 minute pour parler du cuivre. Vous êtes venu avec 2 graphiques sur le cuivre. Je ne sais pas lequel vous voulez montrer. Cuivre versus pétrole, c'est celui-là qu'on peut regarder avec vous ? C'est peut-être celui-là qui sera le plus intéressant. 1 minute. Le cuivre, en fait, a un parcours haussier et solide depuis plusieurs semaines maintenant, et il est en train de déborder des niveaux de résistance de très long terme. Ce qu'on voit sur ce graphique, c'est qu'il y a une divergence avec le WTI, qui, lui, en revanche, baisse depuis octobre 2023. Donc, on a naturellement et historiquement, on voit des comportements qui sont assez corrélés entre les deux, et cette divergence-là, eh bien, elle est à prendre en compte, puisque d'une part, il y a de l'intérêt sur le cuivre et des mouvements haussiers qui paraissent forts, et ce WTI qui est en retard et qui pourrait former un contre-pied et rebondir. Donc peut-être un rebond du pétrole, un mouvement haussier sur le cuivre, et puis ça nous indique aussi qu'il y a des minières spécialisées sur le cuivre, je pense à Freeport-McMoRan ou Southern Copper, et des paniers éventuellement qui pourraient bénéficier de cette avance du cuivre et qui, elles, pour l'instant, n'ont pas beaucoup performé. Donc peut-être des intérêts, des foyers de rattrapage à surveiller, et des domaines un petit peu oubliés ou un peu en retrait pour l'instant. Messieurs, merci aux 3 sorciers de Smart Bourse pour leur analyse de la situation des marchés et leur éclairage sur ces questions techniques parfois. Merci beaucoup à vous 3, Romain Daubry, consultant Bourse Direct, Jean-Luc Hussac, Perceval Finance Conseil, Philippe Béchat, président des Éconoclastes et rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique et nous concluons cette semaine de l'éducation financière avec Marc-Olivier Strauss-Kahn que nous retrouvons. Il était venu nous voir mercredi. Nous le retrouvons également ce soir. Marc-Olivier, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous avoir accompagnés à l'occasion de cette semaine de l'éducation financière. Vous êtes directeur général honoraire de la Banque de France, enseignant, professeur d'économie et c'est ce qu'on racontait mercredi. Vous avez une passion et un engagement pour la pédagogie économique et l'éducation financière à travers différents leviers. Alors on a parlé de Citeco, le plus grand musée européen de l'économie, c'est ça, si j'ai bien retenu, Marc-Olivier. À Paris. Allez visiter Citeco, boulevard Malesherbes, à Paris, dans le 17e. Magnifique bâtiment néo-gothique. Vous êtes l'auteur, co-auteur avec Anthony Benamou. Je rappelle votre livre paru il y a quelques mois. On parie que vous allez aimer l'économie, paru aux éditions Ellipse. Vous êtes membre également du think tank, d'un cercle de réflexion de jeunes économistes qui s'appelle BSI Economics. Voilà, j'ai moi, le plaisir. Je suis dans le comité stratégique. Exactement, mais j'ai le plaisir de recevoir certains des économistes de BSI Economics et donc c'est l'occasion de les saluer et de leur faire un peu de pub. Enfin voilà, je cite quelques exemples de cette passion et de la manière dont votre engagement pour la pédagogie économique et l'éducation financière se concrétise. Venons-en au sujet que vous avez choisi pour conclure cette semaine. Vous voulez parler des cryptoactifs et du rôle des cryptoactifs dans un monde et une géopolitique particulièrement fragmentée comme aujourd'hui. Oui, en économie, il y a généralement diversité des points de vue, et je ne vais pas cacher que le chapitre 10 de notre livre montre une certaine méfiance par rapport aux cryptoactifs, mais c'est un sujet d'actualité, et j'en prends pour exemple le fait que, à la fin du mois de février, le Bitcoin, qui en est le symbole, avait baissé de 20% en une dizaine de jours. Pendant le premier week-end de mars, Trump a annoncé qu'il allait ordonner aux autorités administratives d'en avoir dans leurs réserves officielles. Résultat, le lundi, il bondissait de 15%. Certains ont dû prendre leur profit parce que le mardi, il retombait à son niveau initial. Demandez-vous à qui le crime profite. Oui, effectivement. Comment est-ce que vous abordez ce sujet des cryptos, notamment face à un public d'étudiants, par exemple, voilà. Marc-Olivier ? Je le compare au billet d'une part, et pour être concret, mais futuriste, à l'euro numérique, d'autre part, et je parodie le titre d'un film célèbre qui devient le bon, le brut et le brillant. Alors, prenons les choses dans l'ordre. Qui est le bon dans cette histoire, Alors, le bon, ce sont les billets. On ne va pas faire attention trop aux pièces.
Pourquoi ? Parce que c'est la liquidité ultime, celle dont on a besoin, qu'on veut détenir en cas d'incertitude, en risque de crise. À preuve, là aussi, l'augmentation de la détention des billets tirés dans les distributeurs automatiques au début de la pandémie ou au début de la crise financière mondiale, ce qui atteste la confiance maintenue dans les banques centrales qui émettent ces billets, contrairement à ce que certains essayent de faire croire. Et pourquoi ? Parce que ces billets sont sécurisés par de la haute technologie, eux aussi. On parle alors de monnaie fiduciaire, je le rappelle, du latin fiat, qui veut dire confiance. Alors certes, les transactions fiduciaires sont en train de baisser au profit des transferts faits à partir des dépôts bancaires, qui sont ce qu'on appelle la monnaie scripturale, par des virements, des chèques, etc. Le chèque un peu moins à la mode. En vogue, un peu moins en vogue. Pour ne pas que les banques créent trop de cette monnaie, elles sont contrôlées, c'est-à-dire supervisées grâce à une régulation préalable. Et elles sont également... la Banque centrale va pouvoir influencer la distribution du crédit par son coût, qui va être plus ou moins élevé lorsque les banques viennent se refinancer à des taux d'intérêt que fait varier la Banque centrale. Dans cet univers des transferts électroniques, des transactions fiduciaires, une technologie comme la blockchain, vous la mettez également dans le camp du bon, si je puis dire, Marc-Olivier. Oui, la technologie, la blockchain, la chaîne de blocs en français, on peut dire aussi les distributed ledger technology, mais on ne va pas faire dans le détail technique là. Ça a été pratiqué par la Banque de France dès 2018 pour enregistrer des opérations. Et en fait, dit de façon extrêmement simplifiée, c'est comme un grand livre comptable, un registre électronique, ouvert, public, décentralisé, tout le monde peut être amené à écrire dedans, mais surtout inaliénable, au sens où toute opération nouvelle amène à revérifier la chaîne des opérations précédentes. Et ça permet de garantir que vous détenez bien l'actif qui va faire l'objet d'une transaction. Donc ça, c'est quelque chose d'assez fort et utile. Ça a été créé en même temps que le Bitcoin en 2008, mais ça ne doit pas être confondu avec le Bitcoin, symbole des crypto-actifs. Oui, on a bien compris cette technologie, cette chaîne de blocs qui permet des opérations ultra sécurisées, inviolables, etc., mais technologie sur laquelle s'appuie également le Bitcoin quand même, Marc-Olivier. Et donc le Bitcoin, dans votre déroulé, si je puis dire, dans votre trilogie, c'est celui que vous qualifiez de brut, c'est ça ? Voilà, brut, et certains vont dire brut comme un diamant, et moi je vais plutôt penser brut qui veut dire pas très net, parce qu'il prétend être une monnaie. Mais c'est quoi les crypto-actifs ? Et dit de façon très simple, là encore, c'est des actifs numérisés émis par des entités privées qui ne sont pas contrôlées. Et il y en a deux catégories que je vais distinguer, pour simplifier les choses là encore, plus ou moins risquées. La catégorie la plus risquée, ce sont les crypto-actifs dits natifs, comme le Bitcoin, qui n'ont pas d'émetteur identifié et qui n'ont pas de valeur intrinsèque. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas aller voir l'émetteur parce qu'on ne sait pas qui c'est un mineur quelque part, et lui dire « je veux l'échanger contre quelque chose ». Qu'est-ce qui fait... Et il n'y a pas donc de valeur sûre. Qu'est-ce qui fait sa valeur ? C'est l'offre et la demande. Et l'offre, elle a été, et prenons l'exemple du Bitcoin pour simplifier là encore, elle a été raréfiée artificiellement par la préannonce qu'il n'y aurait pas plus de 21 millions d'unités et sa production qui diminue de moitié périodiquement. Du côté de la demande, il y a l'attrait spéculatif et l'anonymat qui permet à certains comme la Russie de contourner les sanctions. Et donc, c'est pas étonnant que le prix fasse le yo-yo que j'ai évoqué au début. Ah ouais, bien sûr. Ah ouais. Parce que il y a une instabilité qui fait que, pour moi, ça ne peut pas devenir une monnaie. C'est son principal inconvénient, car une monnaie, ça doit être une réserve de valeur, indépendamment du fait que, pour être un moyen d'échange, il ne faut pas être énergivore comme il l'est, etc. C'est là où on en vient donc
aux stablecoins, Marc-Olivier, qui sont la deuxième catégorie de ces cryptoactifs, différents des cryptoactifs natifs. Et donc dit stable, parce qu'on veut montrer qu'ils sont stables, du moins en théorie. Pourquoi ? Parce qu'ils sont adossés à un actif, très souvent le dollar, et on va le prendre comme exemple, par un émetteur qui est identifié. Donc là, vous pouvez aller voir cet émetteur et lui dire « je veux rééchanger mon stablecoin contre $1 ». Qu'est-ce qui fait à ce moment-là l'attrait ? C'est l'anonymat qui permet des opérations à grande échelle et donc parfois, souvent, de plus en plus, illicite, voire illégal. Alors ça, c'est oublier les risques. Les risques pour le détenteur et pour les autorités. Pour le détenteur, je vais en prendre 2 exemples, le risque de faillite de l'émetteur, car pour qu'il y gagne quelque chose, il faut bien que les dollars que vous lui avez donnés contre le stablecoin, il les place. Et ils ne sont pas immédiatement liquides. Donc s'il y a un retrait massif, il a un problème et il ne peut pas aller voir la banque centrale parce qu'il n'est pas une banque. Donc il n'a pas accès à la liquidité. Deuxième exemple, les vols, les cyberattaques par diverses personnes, voire par la Corée du Nord, qui font tout perdre. Et ça, on l'a déjà observé. Oui, ce sont des risques qu'on a déjà vus se matérialiser. On a déjà vu se matérialiser des plateformes parce qu'il faut bien, pour faire certains échanges, recentraliser le processus. Risque pour les autorités, Marc. Risque pour les autorités, eh bien, c'est au-delà du problème de l'illégalité des activités, c'est l'apparition, l'émergence potentielle d'oligopoles, des big tech comme Meta qui a voulu créer sa stablecoin, X dont on dit qu'il voudrait le faire, et parallèlement et paradoxalement une fragmentation par la multiplication des stablecoins qui existent et qui fait qu'on revient quasiment au Moyen-Âge, comme à l'époque où chaque ville avait sa monnaie et on était obligé d'échanger à chaque fois. Et c'est ça qui a amené à la création des banques centrales, comme ce qu'on appelle un intermédiaire de confiance pour unifier les transactions au sein d'une région assez large. Bon, néanmoins, cette technologie, elle est là, on ne peut pas la balayer d'un revers de main. Vous voulez lier également le sujet des cryptoactifs à la géopolitique et aux enjeux géopolitiques, Marc-Olivier. Comment est-ce que tout ça s'articule ? Alors, une chose importante, il n'y a pas de rejet de l'innovation. Et l'Odyssée des espèces, si on veut prendre cette image, a fait passer des coquillages aux pièces d'or, aux billets, et peut-être à l'euro numérique, on verra. Mais on a plus de 20 000, paraît-il, cryptoactifs existants qui immobilisent autant de ressources qui ne sont pas source de création, de production. Et qui peuvent créer des problèmes sans apporter des services qui existent déjà grâce à peu près moins de 200 monnaies qui existent, sauf dans des pays décrédibilisés ou très fragilisés, corrompus. Ouais. La géopolitique, elle revient là-dedans parce qu'elle permet à certains d'étendre leur pouvoir et leur profit en privatisant ce bien public qui est la monnaie, ou en se servant des stablecoins, et je pense aux États-Unis, comme cheval de Troie américain. Et au GECO, en novembre, je modérerai un panel qui montrera combien les moyens, les systèmes de paiement peuvent devenir un véritable arsenal financier. Bon, les GECO, c'est à Lyon en novembre, c'est ça ? Petite parenthèse, rendez-vous à Lyon en novembre. Les journées de l'économie. Bon, il faut qu'on termine. Et donc, le bon, le brut et le brillant pour conclure la trilogie sur l'euro numérique, c'est ça ? L'euro numérique, avec un petit point d'interrogation, il va le confirmer, je le pense, c'est quoi ? C'est un billet dématérialisé, c'est comme un crypto émis par la Banque centrale et donc garanti par elle. Ça sert à quoi ? Un billet, ça peut être perdu, ça peut être volé. On doit être à proximité pour l'échanger. Donc, ça peut servir pour le commerce Internet, pour les transferts d'immigrés, de fonds d'immigrés, pour le tourisme, pour bientôt la domotique et l'Internet des objets, pour suivre pour les non bancarisés qui n'ont pas accès à un compte bancaire, etc. Et donc, il y a une demande à laquelle il faut répondre. Par ailleurs, on cherche à réguler les cryptos. Mais il faut offrir un billet dématérialisé. Et ça reste une monnaie banque centrale. Et ça reste sous le contrôle souverain pour ne pas se retrouver cryptoisé par un actif qui est manipulé par Poutine ou dollarisé de facto par le stablecoin de Trump ou vassalisé par
le yuan électronique de la Chine. C'est une question de souveraineté. D'ici quand 2030 normalement, parce que ça prend du temps, il faut que ça soit un succès, pour ne pas décrédibiliser la BCE, mais pas trop, pour ne pas vider les dépôts bancaires et déstabiliser les banques. Et je conclurai très rapidement, parce que je sens que c'est le moment, par une petite ironie sur le fait qu'on peut faire confiance aux banques centrales et que je note qu'il vaut mieux en avoir gouverné au moins 2 pour devenir Premier ministre, comme l'a été Mario Draghi en 2021-22 et comme l'est Mark Carney au Canada depuis le 14 mars. Banque d'Italie, Banque Centrale Européenne pour l'un, Banque du Canada et Banque d'Angleterre pour l'autre. Merci beaucoup Marc-Olivier. Marc-Olivier Strauss-Kahn qui nous accompagnait à l'occasion de cette semaine de l'éducation financière, directeur général honoraire de la Banque de France.